Bienvenue dans Jeudi Art. Et aujourd'hui, on va parler du radeau de la Méduse. On va faire ça en deux temps, pas en trois mouvements. On va parler tout d'abord de l'histoire en elle-même du radeau de la Méduse, parce que c'est une histoire qui existe vraiment. Et puis après, on parlera jeudi prochain dans un autre podcast, parce que là, sinon, ça va pas être un podcast, ça va être carrément un roman qui va durer plusieurs jours à l'audio. Donc voilà, cette fois-ci, on va parler du radeau de la Méduse, parce qu'en histoire de l'art, c'est primordial de toujours se remettre dans le contexte pour éviter de regarder l'œuvre avec nos yeux du 21e siècle. Forcément, on comprend et si on n'a pas le contexte, si on n'a pas le sujet, on va se dire ouais, c'est quand même un truc un peu sombre. Des mecs qui sont empilés sur un bateau, c'était pas fou leur histoire. Mais il faut comprendre vraiment ce qu'on a sous les yeux pour arriver à prendre la chose en compte dans le je sais pas, je n'arrive pas à trouver mes mots, mais on va dire dans son entièreté. Voilà. Alors, la méduse, c'est quoi? En dehors de l'animal, bien sûr. C'est un bateau en fait qui est commandé en même temps qu'un autre qui s'appelle la Nymphe. Ils ont été construits ensemble en France et on naviguait ensemble au début. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au moment où ils ont fait leur première navigation, il y a deux trois mecs qui ont eu genre la prémonition version Charmed que ce bateau, la Méduse, allait finir en gros en eau de boudin. Bon, et les prémonitions sont arrivées jusqu'à nous quand même, mais clairement, ça puait la merde déjà à la base pour le bateau. Ce bateau, c'est un modèle de frégate, c'est vraiment un gros bateau qui est quand même censé aller vite. Pirates des Caraïbes, bonjour. Il est voué à la base à transporter le gouverneur des Indes néerlandaises et sa clique, c'est-à-dire les officiers et tout ça, jusqu'à Batavia. Rien à voir avec la salade, en fait, aujourd'hui c'est Jakarta. Et à ce moment-là, Batavia, ça appartient aux Néerlandais. En fait, ce bateau, c'est un Uber. Un gros Uber hein, qui traverse la moitié de la Terre, mais c'est un Uber, voilà. Et en fait, à l'époque, c'est un peu la merde parce que les Anglais voulaient pécho toute l'Asie, les Néerlandais sont revenus sur leur terre. Ça a servi à rien, les mecs étaient déjà en train de siroter du English breakfast, genre, merci d'apporter le citron. Mais bon, en tout cas, voilà, le bateau a été construit juste pour le transport de cette mission. Hein, on est dans une économie de mouvement à l'époque. Et donc après, il sert pour d'autres missions, c'est-à-dire qu'après, entre 1811, 1815, le bateau, il bouge deux, trois fois, notamment pour aller dans les Antilles. Bon, il traverse l'Atlantique, tout ça. Ce qui nous amène ensuite à 1816. Le bateau a quand même pas mal de miles hein, sur sa carte Flying Blue. Il faut passer à la révision. En 1816, les Français à ce moment-là se pognent la gueule avec les Anglais. J'ai envie de te dire, quand, quand on ne s'est pas tapé dessus? Est-ce qu'il y a eu 2 mois de pause? On ne sait pas vraiment. Euh, et donc du coup, bah, en 1816, le Sénégal repasse à la France et la France en fait veut y envoyer du matériel, des hommes, enfin en gros remettre de l'ordre. Voilà. Donc on charge plusieurs bateaux, à savoir la Méduse, l'Écho, l'Argus et la Loire. Alors c'est pas tous les mêmes modèles de bateaux, mais c'est pas le musée de la Marine là tout de suite, donc il y a 4 bateaux qui partent. Bon, on va dire techniquement quand il y a 4 voitures qui partent, on se suit, hein. Je passe devant la queue, la queue le, les petits bateaux. C'était ça qui était prévu à la base, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Point intéressant, le commandant de la Méduse, Hugues, on a son petit nom parce qu'il a un nom de famille un petit peu compliqué, donc on va retenir Hugues. Mais en fait, ça fait 25 ans que le mec a pas navigué. Voilà, rien que ça. Donc je ne sais pas si c'est comme le vélo, mais il y a moyen que de se refaire un petit créneau en frégate, ça soit compliqué quand t'as pas pratiqué le truc depuis un quart de siècle. On arrive, on est au bord du bateau et il faut savoir que bah, c'est bien la merde aussi. Parce que déjà la navigation, bon, n'ayant pas navigué depuis le 19e siècle, effectivement, je ne peux pas bien m'en souvenir, mais j'imagine que c'est quand même un équilibre de technique avec la carcasse du bateau en lui-même, comprendre le fonctionnement d'un bateau. Le vent, la mer, la communication entre tous les participants à la balade, c'est-à-dire les gens qui vont quand même gérer le foc, la voile, la grande voile, enfin ce genre de choses. Les courants, peut-être la connaissance aussi des environs en termes de fond de sable, tout ça. Bon, il faut communiquer en fait. Voilà, c'est pas mal hein, la communication généralement pour que quelque chose se passe bien, c'est pas mal que ça fonctionne. C'est pas tu mets tes doigts sur tes yeux, tu conduis comme ça avec les coudes sur ton gouvernail et tu penses que ça va passer. Ça ne marche pas bien. Voilà. Euh, du coup, communication bien daubée du cul, forcément, catastrophe qui arrive derrière. Et en termes de politique, en fait, on n'oublie pas, hein, un Français reste un Français, et sur le bateau, bah, il y a une grosse, grosse, grosse ambiance gilet jaune. Je pense qu'autour du mât central, ça devait être un rond-point. Les mecs étaient avec leurs gilets jaunes, ça râlait, voilà. Le commandant, en fait, il est littéralement détesté.
personne l'écoute, du coup c'est la merde. Donc forcément, il se sent isolé. Ça, doublé au fait que ça fait 25 ans qu'il n'a pas navigué, on est sur quelqu'un qui est ambiance cacamou, voilà, sa chiance près dans les chaumières. Et du coup, il se retrouve à accorder sa confiance au seul mec qui veut bien lui parler, sans lui cracher dessus. La bonne ambiance. Le mec, bon, il s'appelle pas Jean-Michel, il s'appelle Richefort, mais c'est moi qui l'ai appelé Jean-Michel Richefort. Le gros mytho qui affirme que si, il connaît bien le coin, qui va l'aider à calculer, à naviguer. Faux. Alors qu'en mec, le mec est pas foutu de, globalement, de trouver ses couilles sous sa tub. Il en est là en termes de géographie. Voilà. D'ailleurs, à propos de tub, la Méduse, donc c'est le plus gros bateau des 4 qui sont partis de France. Et le mec, clairement, Hugues, s'est plus senti. Et au lieu de naviguer groupir avec les autres, il est parti devant, genre ouais, j'ai la plus grosse voile, je vais vous mettre aux traces, regardez-moi partir. J'ai 15 000 chevaux sous le capot, kiffez vos traces, regardez mon sillon, prenez l'écume sur vos gueules. Voilà. Les autres membres de l'équipage lui ont vraiment pas conseillé de faire ça, de rester groupière, parce que s'il y a un souci et tout ça, c'est mieux en fait d'avoir d'autres bateaux pour aider. Bon, du coup je vous rappelle que personne ne pouvait le piffrer, donc on se met en situation. On est en train de conduire et dans la bagnole, il n'y a que des gens qui nous aiment pas et qui nous le disent clairement. Et il y en a un qui dit de tourner à droite. Globalement, on a envie de tourner à gauche, hein, et on le fait, et on fait des gros doigts, du coup, juste pour casser les couilles. J'ai regardé, du coup je me suis posé la question, j'ai regardé le signe astrologique du capitaine, du commandant, le mec est Capricorne, donc clairement il fallait pas le faire chier. Très bonne idée, très bonne gestion de ses sentiments. Donc voilà, le mec est solo, en plein milieu d'un endroit qu'il connaît pas, un bolos qui fait semblant de connaître, son équipage qui rêve de le noyer, j'ai envie de dire, situation de rêve, sauf que là, il faut faire attention, parce qu'en chemin, il y a un banc qui s'appelle le banc d'Arguin. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film Les Petits Mouchoirs, mais à un moment ils restent coincés en bateau sur un banc de sable, c'est marée basse, encore une histoire de mec qui n'écoute pas et qui fait la grosse tub, hein, voilà. Bon alors le banc d'Arguin, en fait c'est sur les côtes de la Mauritanie aujourd'hui, et c'est un piège de foufou pour les bateaux car les fonds sont très peu profonds et c'est un endroit qui est extrêmement grand. Donc à l'époque, dans la mesure où il n'y a pas d'appareil pour naviguer, on navigue à la mémoire et au pifomètre. Après, les navigateurs, ils connaissaient quand même l'endroit, donc ils se transmettaient des instructions entre eux. Et ce qui était préconisé, c'était de passer bien en haute mer et de surtout pas raser les hauts fonds. Voilà, bon. Vraiment de ne pas passer du tout dans le golfe. Comme ça, il n'y avait pas d'embrouille. Et Hugues, il fait quoi des instructions? Il les encule. Donc du coup, il va passer par les fonds. Il s'est viandé de calcul, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il était à 160 km de là où il était. On est sur quelqu'un qui possède bien les mathématiques. Et du coup, il finit où, Hugues? Eh ben, dans le putain de banc de sable. Donc, en gros, moi, on ne sait pas trop à ce moment-là, il est soit entre 50, soit à 95 km de la côte. Dans tous les cas, il est 100% dans la merde. Ça, c'est une certitude. Donc, il est tout seul comme un gland, hein, vu que les 3 autres bateaux qu'il a laissés derrière sont vraiment loin. Personne ne peut l'aider. Yes, le bon trou de balle. Du coup, on est le 2 juillet. Il est 15h et ils sont coinsos. Première idée. Hein, en termes de technique, ça s'appelle le renflouement. Alors la technique, c'est comme quand en voiture, la roue est prise dans de la boue. Le but, c'est de dégager autour de la roue. On creuse. Ouais, mais ça, c'est quand il n'y a pas d'eau. Parce que, obviously, quand c'est un cul de bateau qui est coincé dans la vase ou dans du sable, c'est difficile de creuser autour. Surtout quand on n'a pas de bouteille, pas de masse, pas de tuba, pas de pelle. On a beau être très très fort en apnée, ça ne peut pas marcher. Surtout que c'est une eau qui est un petit peu poissonneuse, un petit peu pleine de requins, donc en termes de survie, on est à peu près à 0%, donc voilà, donc ça c'est compliqué. Un autre truc qui est nécessaire en fait pour dégager quelque chose qui est coincé, c'est une force extérieure pour traquer. Donc par exemple, quand on reprend l'exemple de la voiture, le moteur de la dite voiture est bien généralement le moteur d'une autre voiture qui va tracter la deuxième. Là encore une fois, s'il y avait eu d'autres bateaux, peut-être que ça aurait été simple avec des cordages et tout ça. Là, c'est toujours pas le cas. Donc, il reste quoi? La marée haute. Spoiler alert, ça n'a pas marché. Deuxième idée, imiter la miette et se laisser crever sur le bastingage. Non, on va pas faire ça. Troisième idée, on va construire un radeau. Donc, quand on voit déjà comment les mecs sur koh s'engueulent alors que personne ne va mourir, je ne veux même pas imaginer début juillet 1816 comment c'était la merde. Donc pendant plusieurs jours, ils vont construire plusieurs jours, 2, 3 jours, ils vont construire un radeau qui fait en gros 20 mètres sur 7, parce qu'aujourd'hui il y a eu des reconstitutions, donc on sait.
Et puis il y a une grosse tempête qui se lève et qui vraiment souffle sur la Méduse, un peu ambiance les trois petits cochons. Donc ils ont peur que le bateau se brise comme une carcasse de noix. Et ils montent sur le radeau et abandonnent sur le navire. Du coup, sur le radeau, ils sont 150, enfin on estime qu'ils sont 150, et donc 150 sur 140 mètres carrés, on est serré sur cette boîte de sardines, et je pense pas qu'on tourne les serviettes, du coup. Sachant qu'il devrait aussi y avoir certainement des places qui devaient faire clairement plus mal au cul que d'autres. Voilà, un plaisir. On se rajoute un petit indice météo, côte de la Mauritanie, une fournaise, j'ai envie de dire une croisière sous le signe du confort. Et du coup, en plus du radeau, il y avait 6 canots et chaloupes. Et pour monter dedans, pour savoir qui allait être sur le radeau, qui allait être sur la chaloupe, qui allait être sur le canot, il y a eu un tirage au sort. Je pense que le tirage au sort n'était pas très fair-play. Hein. On n'était pas sur un truc qui était complètement maîtrisé. Voilà. Pour le plan de base, hein, utopique, c'est alors on fait de la queue leu entre les chaloupes qui eux ont des voiles, c'est des petits bateaux qui ont des voiles. Ensuite avec les canots, avec des cordes et après encore le radeau qui est tracté derrière. On rejoint la côte, tout le monde est sauvé, tout le monde va bien et c'est pas du tout ce qui s'est passé forcément. Hein, les plans utopiques ça ne marche jamais. D'ailleurs, quand j'y pense, ils ont laissé quand même des gens sur le radeau, enfin sur l'épave de la Méduse. Ils ont laissé 17 hommes le 4 juillet et en fait on les retrouve le 4 septembre et il en reste 3. Je pense pas qu'il y ait eu des conseils, mais peut-être les 3 qui restaient, ils attendaient l'épreuve des poteaux. On sait, en tout cas ils étaient prêts. Voilà. Donc voilà, on est avec les chaloupes, les canots, les radeaux à la queue leu. Évidemment, un radeau full croquette, ça devait bien s'enfoncer dans l'eau, ça devait bien être lourd de ouf, et donc ralentir comme c'est pas permis. Donc on sait que les amarres ont été décrochés. Personne n'a jamais dit oui, on a fait exprès de décrocher les amarres parce que clairement ils étaient lourds. Ils ont juste dit oh, ça s'est décroché. Oh, il se trouve que après le radeau est parti à la dérive. On ne pouvait pas les rattraper, c'est dommage. Donc là, globalement, ça pue le roussi-grillé pour le radeau. On se retrouve avec plusieurs teams. Alors, team chaloupe, hein, qui arrive à atteindre la côte. Sauf que là, c'est le désert. Il y en a certains qui meurent de soif, il y en a d'autres qui sont récupérés, tout ça. Bon. Team canot, ça atteint le port prévu à la base de quand ils sont partis en France. Et là, ils retrouvent même les autres bateaux qui étaient partis de France. Salut les potes, hey, vous allez un peu rire, mais il nous est arrivé un truc, mais de ouf. Et bon. Et ensuite, team radeau, où là, clairement, c'était pas la bonne team à choisir, hein, parce que c'était la merde. Voilà. Le radeau, il a été renommé La Machine. Donc, il y a. La peinture s'appelle le radeau de la Méduse, mais techniquement, sur place, le radeau s'appelait La Machine. Ils essaient de gagner la côte, c'était ça le but. Mais bon, clairement, ils dérivent parce que, t'imagines, t'es là, allez, on va dire au minimum à 50 km de la côte, t'as ta bite, t'as pas forcément ton couteau, t'as juste tes mains pour pagayer. Tu sais que t'es dans la merde. Pour dire, j'avais zappé, le commandant, lui, comme par hasard, il faisait partie de la team canot. Il est arrivé à bon port. Et est-ce que vous croyez qu'en arrivant, il a dit non, mon équipage, les gens, mon Dieu, je suis commandant, personne ne mourra sous mon commandement, etc. Vite, allez les chercher. Non, Hugues, c'est un gros fils de pute. Il a envoyé l'Argus pour récupérer l'or qu'il y avait sur l'épave de la Méduse. Il n'a pas dit de chercher les gens, il n'a même pas dit de récupérer les connards qu'il avait laissés sur la Méduse. Non, non, vous allez me récupérer les 3 barils, j'en ai rien à foutre des autres. On est sur quelqu'un d'humain. Ouais, d'humain. Donc pour le radeau, on se reprend sur le radeau, ça dure 13 jours. Moi j'attends la série Netflix en fait les frères. Parce que 13 jours sur un radeau, 240 mètres carrés, il y a moyen qu'il y ait du contenu. Les mecs sont 150. Jour 1. Qu'est-ce qu'ils ont comme vivre? Ils ont un paquet de biscuits, 2 barriques d'eau douce, 6 barriques de vin. On voit clairement où sont les priorités. Vive les cubis. Et bien le paquet de biscuits, il y a un connard qui l'a fait tomber à la flotte. Jean-Michel de ma gauche, voilà. Alors ils l'ont récupéré quand même, hein, ils ont été un peu rapides, mais c'est parce que le paquet de biscuits s'est transformé en immonde bouillasse transformée avec l'eau. Ils l'ont bouffé. Jour 1, hop là, il n'y a plus les biscuits. Le voyage commence bien les amis. Jour 2, voilà. Alors là, après, on sait qu'ils étaient tous bourrés comme des coins. Ils étaient vraiment tout le temps, mais tout le temps, ivres morts.
Donc les mecs se disputaient à balles, au lieu de se soutenir dans la panique, la cohésion, tout ça. Non, 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 en fait les mecs se disputent, se battent, ils se jettent au requin. Un mot, la solidarité, clairement. Jour 7, ils sont passés de 150 à, roulement de tambour, 27 survivants. Wouh C'est ce qu'on appelle un écrémage. Là, clairement, on a gagné de la place sur le radeau. Les mecs crèvent la dalle. Alors, bon, phase 1, il y a quelqu'un qui a dit attrapons des poissons volants. Peut-être ça peut marcher, peut-être ça peut nous nourrir. Ça n'a pas marché de ouf, clairement, ça a pas. C'était pas foufou. Phase 2, ben, on va bouffer les potes. Alors, même à l'époque, on sait qu'on peut tenir quand même plusieurs jours, on va dire physiquement, pas moralement, sans bouffer et en ayant de l'eau ou du vin. Enfin, en tout cas, ils avaient de quoi s'hydrater, même si c'était un peu douteux pour le foie, mais en tout cas, ils avaient de quoi s'hydrater. C'est simplement psychologiquement, ils n'ont pas tenu le fait de ne pas manger pendant autant de jours. Donc, arrive sur la table le cannibalisme. Donc là, on arrive dans la phase bien glaucose. Après, c'est aussi dû au soleil, l'alcool, la folie, le manque de cohésion, la peur. Ça fait que voilà, ils ont pris des décisions comme on va bouffer Gilou parce que Gilou il avait un cul, mon pote, il y avait du gras, donc on va le griller le cul. Et les jours suivants, en fait, ils finissent même par la folie et toutes ces combinaisons de choses. Il y a même des suicides volontaires. Enfin, de toute façon, un suicide, c'est en général volontaire. Mais ils se jettent à l'eau, en fait. Et comme ils savent qu'ils n'ont plus de force, ils se noient volontairement pour abréger leur souffrance. Et donc, ils sont de moins en moins. Et même, il y avait des blessés qui étaient encore là ou des gens qui sont malades. Ceux qui étaient moins malades, ils sont foutés, mais royal. Ils les ont balancés à la flotte pour avoir encore plus de place et avoir encore moins à partager les vivres qui restaient avec eux. Liquidation, tout doit disparaître. On est sur des gens qui ont une humanité absolument incroyable. Donc on est là, on est le jour 13, on est le 17 juillet. Et là, le bateau, l'Argus, qui était envoyé pour récupérer l'or, donc vraiment pas pour récupérer les rescapés, en fait, il tombe sur le radeau. Oups, on est tombé sur vous par hasard. Donc en fait, ils vont pas faire exprès, mais après, ils vont pas faire les tarbages genre « Ouh, on ne vous a pas vu, crevez en silence, s'il vous plaît ». Donc ils vont les récupérer quand même. J'imagine bien le dialogue. Vous étiez pas 150 en fait, parce que là, vous êtes 15 maintenant. Donc les 15 personnes sont interrogées, sachant qu'il y en a 5 autres en fait qui vont mourir même sur le bateau, le temps même de retourner sur le continent. Et donc, du coup, voilà, vous avez en quasiment 18 minutes l'histoire complète de cette navigation de la frégate La Méduse. Et la semaine prochaine, je vous raconterai, du coup, le tableau en lui-même, l'histoire de la Méduse. J'espère que ça vous a plu. À plus!